Ce vol n'a duré que 50 secondes, mais ce qui a causé cet accident était déjà en préparation depuis des mois. Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire derrière le pire accident d'avion sur le sol américain. L'accident du vol 104-2011 d'American Airlines a eu lieu le 25 mai 1979. Mais l'histoire de ce qui a conduit à l'accident a en réalité commencé près de 4 ans plus tôt. Le 30 mai 1975, McDonnell Douglas a publié un bulletin de service pour le remplacement de certains roulements sphériques à l'intérieur du pylône moteur arrière sur les moteurs montés sur l'aile. Maintenant, le DC-1010, qui a été utilisé dans l'accident, avait 3 moteurs, un sous chaque aile et un à l'arrière, et les pylônes du moteur, c'est la partie qui relie le moteur à l'aile. La façon dont cela se fait est qu'il y a 2 points de connexion, un dans la cloison avant du pylône, qui est connecté par 2 roulements sphériques, puis il y en a un plus petit dans la cloison arrière du pylône. Ce premier bulletin de service visait à remplacer le roulement à l'intérieur du point de fixation arrière sur le pylône. Quelques mois plus tard, un autre bulletin de service avec un contenu similaire est sorti. Ces bulletins n'étaient pas critiques en termes de temps. Cela signifiait que c'était aux compagnies aériennes de décider quand elles voulaient mettre en œuvre ces changements maintenant en retirant le moteur et le pylône de l'aile. C'est une opération de maintenance majeure et American Airlines a décidé qu'ils allaient mettre en œuvre ces bulletins de service lorsqu'ils effectuaient les contrôles réguliers C-check du DC-10. Le constructeur d'avions McDonnell Douglas a donné des directives sur la façon de retirer le moteur et le pylône de l'aile et la façon dont cela devait être fait et que la première chose que vous deviez faire était de retirer le moteur du pylône et une fois le moteur retiré, vous pouviez retirer le pylône de l'aile. Il fallait donc le faire en 2 étapes distinctes. Les 3 plus grands opérateurs de DC-10 en Amérique à l'époque, qui étaient American Airlines, Continental et United, ont examiné cette procédure et ont dit que cela nous semble un peu inutile. Pourquoi ne pas essayer de retirer à la fois le moteur et le pylône en une seule fois? De cette façon, il pourrait économiser jusqu'à 200 heures de maintenance, mais surtout, il pourrait également réduire le nombre de déconnexion des fils électriques et des fils hydrauliques de 79 à 27, et c'est en fait un avantage en matière de sécurité parce que moins vous avez de connexions à reconnecter et à vérifier par la suite, moins il y a de chances que quelqu'un fasse une erreur ou que quelque chose ne soit pas correctement connecté. La façon dont American Airlines et Continental ont proposé de faire cela était qu'ils allaient mettre le moteur soutenu par un berceau moteur. Ce sont les types de berceaux qui sont utilisés pour déplacer les moteurs. Puis ils allaient utiliser un chariot élévateur industriel pour porter le poids du moteur et du pylône pendant qu'ils étaient attachés à l'aile. Et une fois que cela était fait, l'ensemble pouvait être déplacé et la maintenance pouvait être effectuée. United Airlines a décidé de faire cela légèrement différemment. Ils allaient utiliser une grue à la place. Mais l'idée était essentiellement la même. Quand American Airlines et Continental, qui allaient tous deux utiliser la méthode du chariot élévateur, ont attiré l'attention du fabricant d'avions McDonnell Douglas, les représentants de McDonnell Douglas ont examiné la procédure et ils ont dit que eh bien, nous ne pouvons pas vraiment soutenir cette procédure parce que nous pouvons voir qu'il y a des problèmes potentiels avec la sécurité entre les composants à l'intérieur du pylône et les points d'attache sur l'aile. Mais ils ont également dit que, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment stipuler ce que vous, les clients et les opérateurs du DC-10 allez faire. C'est à votre organisation de maintenance de décider. American Airlines a écouté cela, mais ils ont décidé d'aller avec la méthode du chariot élévateur de toute façon, et à l'époque, il n'y avait pas besoin pour eux d'obtenir l'approbation de la FAA pour cette procédure de maintenance, car la FAA avait délégué beaucoup de la surveillance aux représentants à l'intérieur des organisations de maintenance des compagnies aériennes elles-mêmes. Lorsque les compagnies aériennes ont commencé à utiliser cette nouvelle procédure qu'elles avaient élaborée, il est devenu très rapidement évident que ce ne serait pas une procédure facile à réaliser.
Tout d'abord, il était vraiment important que le chariot élévateur soit placé très exactement en accord avec le centre de gravité de cette unité entière, à la fois le moteur et le pylône. Si ce n'était pas correct, eh bien le moteur pouvait commencer à osciller d'avant en arrière et il devenait très difficile de travailler réellement sur les points d'attache. Mais aussi, l'opérateur du chariot élévateur devait opérer avec une précision extrême. Nous parlons de centimètres à gauche, à droite, en haut et en bas. Et il ne pouvait pas voir lui-même de quelle manière il devait déplacer la grue. Il comptait donc sur les signaux des personnes qui pouvaient réellement voir ce qui devait être fait. À 2 reprises différentes avant l'accident, Continental Airlines avait signalé qu'ils avaient endommagé le point de connexion arrière qui était connecté à la cloison de la nacelle arrière lorsqu'ils effectuaient cette procédure, mais lorsqu'ils ont signalé ces dommages, ils les ont signalés comme des erreurs de maintenance, comme si quelqu'un avait fait une erreur et parce que cela a été fait et signalé de cette manière. Personne n'a vraiment examiné la procédure elle-même, ils ont juste supposé que quelqu'un avait fait une erreur et non que la procédure en elle-même pourrait causer des problèmes. Entre le 29 et le 31 mars 1979, l'avion accidenté a été amené dans les installations de maintenance à Tulsa, Oklahoma, pour effectuer cette dépose du moteur et de la nacelle. Dès le début, il n'y a pas eu quelques problèmes pendant ce travail. Ainsi, l'équipe de nuit a commencé à travailler sur le retrait des points de fixation à l'avant et à l'arrière de la nacelle, mais ils n'arrivaient tout simplement pas à défaire les connexions. Alors, au lieu de le faire de la manière dont l'ordre de travail était censé être fait en déconnectant d'abord le point de fixation avant puis l'arrière, ils ont décidé qu'ils allaient d'abord détacher le point de fixation arrière. En faisant cela, ils ont créé un point de pivot autour de la fixation avant. Le point de fixation arrière pouvait donc entrer en contact avec l'aile selon les mouvements verticaux du chariot élévateur. Après que le point de fixation arrière a été déconnecté, l'équipe de nuit est partie et l'équipe de jour a pris le relais. Et lorsque l'équipe de jour est arrivée, ils ont remarqué que le point de fixation arrière était effectivement en contact avec l'aile. Et cela indiquerait que le moteur a dû se déplacer verticalement d'environ 15 cm. Alors qu'ils poursuivaient le travail, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient toujours pas détacher le point de fixation avant sur le pylône et cela était dû au fait que le moteur était légèrement mal aligné. Ils ont commencé à déplacer légèrement le chariot élévateur afin d'aligner le moteur et pendant qu'ils étaient en train de le faire, le chariot élévateur est tombé en panne de carburant, donc il a cessé de fonctionner. Cela signifiait qu'il soutenait maintenant tout le poids du moteur et du pylône, mais sans le moteur en marche. Nous ne savons pas exactement quand cela s'est produit, mais nous savons qu'à un moment donné, pendant cette procédure, le pylône arrière a été poussé vers le haut, vers les couteaux de fixation de l'aile, et cela a causé une fracture de stress sur le rebord avant du point de fixation de la cloison arrière. Cela n'a pas été détecté lors de la vérification ultérieure après la fin des travaux. Le pylône a été réattaché avec le moteur sur l'aile et l'avion a été remis en service. Au cours des 2 mois suivants, l'avion a été utilisé normalement en ligne et a été soumis au type de contraintes que l'exploitation quotidienne impose à l'avion. Décollage, atterrissage avec utilisation de l'inversion de poussée, etc. Des contraintes que le pylône n'a normalement aucun problème à résoudre. Mais comme cette pièce avait maintenant une petite fracture de stress, il est probable que cette fracture a grandi de plus en plus chaque jour qui passait. Le 25 mai 1979, ce DC-1010, maintenant âgé de 7 ans, était prévu pour être utilisé pour le vol 191 d'American Airlines, qui était un service passager régulier de l'aéroport international O'Hare de Chicago vers Los Angeles. À cette époque, le DC-10 était privilégié par les compagnies aériennes pour ses routes domestiques très fréquentées. En raison de sa grande capacité de passagers et de sa consommation de carburant relativement bonne par rapport au Boeing 747 beaucoup plus grand et gourmand en carburant. Le commandant de ce vol allait être le capitaine Walter Lux, âgé de 53 ans. Maintenant, Walter était un commandant de bord très expérimenté avec plus de 22 000 heures à son actif. Il pilotait le DC-10 depuis son entrée dans la flotte 8 ans plus tôt. Et Walter était mis à jour sur environ 17 types différents, dont le DC-6, le DC-7 et bien sûr le DC-10 et le Boeing 727.
très expérimenté, Walter n'était pas vraiment censé piloter ce vol, il a été appelé en réserve pour le faire. Avec lui, il y avait le copilote senior James Dillard, âgé de 49 ans, également très expérimenté avec 9275 heures de temps total, dont 1080 étaient sur le DC-10 et ils étaient rejoints par l'ingénieur de vol Alfred Udowich, âgé de 59 ans, qui avait plus de 15 000 heures au total et avait été transféré sur le DC-10 environ 6 mois avant l'accident. Les pilotes ont entamé les préparatifs de vol sous un ciel dégagé et une bonne visibilité à Chicago. De plus de 15 miles et un peu venteux, le vent venait de 0 à 0, degrés à 22 nœuds, avec quelques rafales signalées également, ce qui était venteux pour la période de l'année, mais rien en dehors de ce qui serait considéré comme normal, et certainement dans les capacités de manœuvre de l'avion. Ils ont également vérifié le journal technique, mais le journal technique était propre, il n'y avait aucun problème de maintenance avec l'avion. Les pilotes ont commencé à embarquer dans l'avion. Il y avait 258 passagers prévus pour le vol et avec les 3 pilotes, il y avait aussi 10 membres d'équipage de cabine. Lorsqu'il est venu le temps de faire la performance, ils ont obtenu le poids final de l'avion qui était de 379 000 livres, soit environ 172 tonnes. Et sur cette base, ils ont décidé d'un départ à voler 5 avec 5 unités de trim de stabilisateur. Et surtout, c'est très important. La vitesse V1 de 139 nœuds, une vitesse de rotation de 145 nœuds et la vitesse de sécurité en cas de panne de moteur V2 de 153 nœuds. Et souvenez-vous de cette vitesse car elle va être très importante très bientôt. À 14h09, le vol de la compagnie aérienne américaine 191 a commencé à reculer de son aire de stationnement et à rouler lentement vers la piste 32 droite. Le copilote James Dillard a été désigné comme pilote pour le vol et le commandant de bord Walter Lux allait être le pilote de surveillance, ce qui signifie qu'il est celui qui va faire la checklist et parler à la radio, etc. À 15h02, le vol a reçu son autorisation de décollage de la piste 32 droite qui a été lue par l'équipage et ils ont commencé à rouler sur la piste. Le roulage au décollage était tout à fait normal jusqu'à quelques secondes avant la rotation. À ce moment, la pression sur le point de fixation de la cloison arrière sur le moteur numéro 1 sur le côté gauche est devenue si grande que la bride avant a cédé, ce qui a conduit le moteur à commencer à se détacher de l'aile. Ça a été confirmé par des témoins qui ont dit qu'ils pouvaient voir juste au moment où l'avion était sur le point de tourner comment une brume blanche sortait de l'aile à l'endroit où se trouvait le moteur numéro 1. Cette brume était probablement du fluide hydraulique provenant des systèmes numéro 1 et numéro 3 qui étaient projetés dans l'air et se vaporisaient. Alors que le copilote James a initié la rotation, la connexion arrière du pylône s'est complètement détachée. Cela signifiait que la force totale du moteur toujours en marche a provoqué un mouvement vers l'avant et vers le haut du moteur qui a pivoté autour du point de fixation avant de se détacher complètement et de voler par-dessus l'aile gauche. Lorsqu'il a fait cela, il a également arraché environ 3 pieds du bord d'attaque de l'aile gauche et il a coupé toutes les lignes électriques, toutes les lignes hydrauliques alors qu'il disparaissait. Lorsque cela s'est produit, un dernier mot est enregistré sur l'enregistreur vocal du cockpit et c'est le copilote James Dillard qui s'exclame « Damn ». Après cela, il n'y a plus d'enregistrement car l'enregistreur vocal du cockpit était alimenté par l'énergie électrique du moteur numéro 1 qui tombait maintenant sur la piste derrière l'avion. C'est évidemment une panne très grave. Les moteurs ne devraient pas se détacher des ailes, mais c'est encore bien dans les capacités de performance du DC-10. Souvenez-vous, il a encore 2 moteurs en fonctionnement et c'est aussi quelque chose pour lequel le pilote s'entraînait. Nous sommes capables de gérer l'avion même avec une perte et même un détachement de l'un des moteurs. Ainsi, le copilote James a continué à faire décoller l'avion du sol. Il a décollé un peu plus lentement qu'il ne le ferait normalement. C'est probablement parce que dans une situation comme celle-ci, où vous avez soudainement une poussée asymétrique qui se produit sur l'avion, les pilotes seront très concentrés sur l'obtention de la bonne quantité de gouvernail afin de maintenir l'avion dans l'axe de la piste. Il fait donc décoller l'avion très lentement du sol, le fait décoller et maintient la direction de la piste droit devant. Parce qu'il a décollé un peu plus lentement, cela signifie qu'il apporte maintenant un peu plus de vitesse qu'il ne le ferait normalement dans cette manœuvre. Donc, alors qu'il grimpe les premières centaines de pieds, il atteint une vitesse de 172 nœuds. Et rappelez-vous, la vitesse V2 était de 153.
la façon dont les directeurs de vol travaillent. Les directeurs de vol, lorsqu'ils détectent une panne de moteur, donneront une indication aux pilotes pour effectuer un tangage afin d'atteindre la vitesse V2 qu'ils auraient réglée avant le départ. Et dans ce cas, cela signifie un tangage d'environ 14 degrés nez haut. Le problème maintenant est que même si l'avion a la capacité de s'éloigner avec un moteur détaché et que les pilotes sont formés pour le gérer, cette panne particulière s'avère être beaucoup plus compliquée que cela parce qu'à l'intérieur du moteur numéro 1, maintenant détaché, contient le générateur numéro 1 qui fournit de l'électricité à plusieurs systèmes de l'avion. Lorsqu'il y a une panne de courant dans l'avion, quelque chose appelé un disjoncteur de couplage s'ouvre pour isoler le système défectueux du reste du système électrique pour le protéger. Avant que ce disjoncteur de couplage puisse être fermé manuellement par l'équipage, après avoir vérifié à travers une liste de contrôle que tout va bien et qu'il est sûr de le faire, certains des systèmes vont être hors ligne. Nous avons déjà mentionné l'un d'entre eux, c'était l'enregistreur vocal du cockpit, mais cela inclut également des systèmes comme par exemple toute l'instrumentation du côté du commandant de bord et, de manière cruciale, à la fois l'avertisseur de décrochage du manche du côté du commandant de bord et l'indicateur de volet d'attaque. Donc l'indication des positions des volets d'attaque sur les deux ailes. Et c'est vraiment important à cause de la prochaine chose qui va arriver à cet avion. Les volets d'attaque, ce sont de petits volets qui sont déployés sur les bords d'attaque avant de l'aile. Ils modifient la forme globale de l'aile et l'aile elle-même, afin que l'aile puisse générer plus de portance pendant le vol à basse vitesse. Ces volets sont actionnés hydrauliquement. Ils fonctionnent grâce à un fluide hydraulique qui est poussé et qui déploie les volets vers l'extérieur. Puis, le fluide hydraulique est capturé dans les conduites et maintenu là, ce qui empêche les volets d'être poussés vers l'intérieur par la charge aérodynamique. Mais souvenez-vous, le moteur numéro 1 s'est maintenant complètement détaché et a arraché les conduites hydrauliques en le faisant. Cela signifie que le fluide hydraulique qui était censé être piégé pour maintenir ses bords d'attaque dehors s'est maintenant évaporé, passant au-dessus de l'aile. Cela signifie que la charge aérodynamique pousse maintenant les volets vers l'intérieur uniquement sur le côté gauche. Comme les volets se rétractent sur le côté gauche, la quantité de portance que cette aile peut produire à cette vitesse diminue considérablement et la vitesse de décrochage de l'aile gauche augmente à 159 nœuds. Et vous vous souvenez de ce qu'était la vitesse de sécurité en cas de panne de moteur V2. 153 nœuds. Cela signifie donc que les pilotes qui suivent maintenant leur procédure correcte et qui font monter l'avion en suivant le directeur de vol du côté du copilote, le commandant de bord n'a aucune instrumentation. Il vise maintenant une vitesse qui est 6 nœuds, inférieure à la vitesse de décrochage actuelle de l'aile gauche. Le problème est bien sûr que l'indicateur de position des volets d'attaque est également inopérant. Ils n'ont donc aucune idée que les volets se sont rétractés sur cette aile. Ils ne peuvent également pas voir cette partie de l'aile et du moteur depuis le cockpit, et même s'ils le pouvaient à cette partie du vol, ils se concentreraient sur l'observation de leurs instruments et le contrôle de l'avion. L'avion continue donc de monter, la vitesse continue de baisser vers V2 et lorsque l'avion atteint environ 350 pieds au-dessus du sol, la vitesse tombe en dessous de 159 nœuds et l'avion entame un virage à gauche. Cela n'aurait aucun sens pour le copilote car il regarderait son indicateur de vitesse aérienne et cela indiquerait une vitesse aérienne bien supérieure à la vitesse de décrochage de la configuration dans laquelle ils ont réglé l'avion. Il met donc de plus en plus d'ailerons à droite, il met plus de gouvernail à droite, mais peu importe ce qu'il fait, l'avion continue de virer de plus en plus vers la gauche. Il roule à environ 4 degrés par seconde vers la gauche et ce faisant, le nez de l'avion commence également à descendre. Et vous pourriez vous demander qu'en est-il de l'alerte de décrochage? Une alerte de décrochage ne devrait-elle pas retentir à ce stade? Et vous auriez raison. Le problème, cependant, est qu'à ce stade, le DC-10 n'est équipé que d'un avertisseur de décrochage du côté du commandant de bord. Cette perte du moteur numéro 1 a également désactivé le courant électrique vers l'avertisseur de décrochage du côté du commandant de bord, ce qui signifie qu'il n'y a aucune indication pour les pilotes que cette aile gauche a décroché.
Il n'y a aucune indication que les bords d'attaque se sont rétractés, il n'y a pas d'avertisseur de décrochage, il n'y aurait même pas beaucoup de turbulences car les bords d'attaque du côté intérieur du moteur sont toujours étendus, ce qui signifie que le décrochage se produit plus loin sur l'aile. Il est donc peu probable qu'il y ait beaucoup de turbulences. Et quand j'ai lu cela, j'ai eu beaucoup de peine pour les pilotes. Car ils font tout correctement ici. Le copilote a mis la bonne quantité de gouvernail. Il a tourné gentiment et doucement. Il maintient la trajectoire et il fait varier le tangage pour maintenir la vitesse V2, ce qu'il a été formé à faire et pourtant cet avion est en train de décrocher. Si le système d'alerte de décrochage avait fonctionné correctement. Alors il est très probable que lui, tout comme n'importe quel autre pilote qui entend une alerte de décrochage, aurait poussé le nez vers l'avant pour augmenter la vitesse au-dessus de l'alerte de décrochage. Et cela aurait conduit la vitesse à plus de 159 nœuds où l'aile ne serait pas en décrochage. Et il est probable qu'ils auraient pu sortir de cette situation. Et lorsque cela a été reproduit dans le simulateur de vol, tous les équipages qui ont reçu cette alerte de décrochage ont effectivement réussi à contrôler cet avion, mais cet équipage n'avait aucune indication que c'est ce qui leur arrivait et c'est ce qui a conduit à cet accident. 3 secondes avant que cet avion ne touche le sol, l'avion est en roulis à gauche de 112 degrés et en tangage de 21 degrés. Une photo très célèbre a été prise depuis un parking d'aéroport et cette photo a été utilisée plus tard par l'enquête pour déterminer si les becs de bord d'attaque étaient rentrés ou sortis sur le côté gauche, car les dommages causés au système électrique par la séparation du moteur ont également supprimé certains paramètres de l'enregistreur de données de vol, y compris la position des becs. Seulement 50 secondes après le début de ce vol, le vol American Airlines numéro 191 s'écrase dans un champ à 4 km au-delà du seuil de la piste 32 droite. Toutes les 271 personnes à bord périssent dans l'accident, ce qui est en fait le pire accident d'avion sur le sol américain à ce jour. L'impact de l'avion est si violent qu'il détruit complètement l'appareil et les débris sont projetés dans un vieux hangar à avions, plusieurs voitures, un mobile home, tuant 2 autres personnes au sol. L'enquête du Bureau national de la sécurité des transports débute sur le champ avec 2 questions cruciales nécessitant des réponses. Premièrement, pourquoi le moteur s'est-il détaché de l'aile gauche? Et deuxièmement, pourquoi les pilotes n'ont-ils pas été en mesure de contrôler l'avion après la panne du moteur? Ils trouvent immédiatement ce qui reste du moteur numéro 1 qui se trouve sur le côté de la piste 32 droite et ils commencent à examiner quelle partie du moteur y est encore attachée. Très rapidement, ils commencent à trouver des traces de ce dommage au point d'attache arrière du pylône. Et initialement, ils ordonnent la mise à terre du DC-10. Rappelez-vous qu'ils n'ont aucune idée que cela a à voir avec une procédure de maintenance à ce stade. Ils remontent jusqu'à l'avion lorsqu'ils ont effectué leur C-check. Ils commencent à approfondir cette procédure et ils réalisent que cela s'est produit non seulement chez American Airlines, mais aussi chez Continental Airlines. Fait intéressant, bien que pas chez United qui utilisait cette procédure de grue différente, tous les DC-10 qui avaient subi cette procédure de remplacement de moteur ont été minutieusement examinés lors de l'enquête. Ils ont trouvé 6 autres DC-10 qui avaient également des fissures très similaires qui avaient commencé à se développer au point de fixation arrière du pylône une fois qu'il a été établi que c'était une procédure de maintenance qui avait causé ces dommages et non la fabrication. Le DC-10 a été remis en l'air, mais sa réputation à ce stade était à jamais ternie. Cela, avec quelques autres accidents qui s'étaient produits plus tôt, signifiait que le grand public n'a jamais vraiment retrouvé confiance en cet avion. En ce qui concerne la façon dont les pilotes ont agi pendant ce vol, les enquêteurs ont utilisé des essais sur simulateurs où ils ont laissé d'autres équipages refaire ce vol dans différentes circonstances, avec et sans avertissement de décrochage, et cela avec l'enregistreur de données de vol et ce qu'ils avaient appris du site de l'accident a prouvé que les pilotes avaient très bien agi. Ils avaient fait exactement ce qu'on attendait d'eux. Personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent plus que ce qu'ils ont réellement fait. C'était un accident absolument terrible, mais comme nous le faisons toujours dans le secteur de l'aviation, nous utilisons ces accidents pour nous améliorer, pour devenir plus sûrs.
Cet accident nous a appris, par exemple, qu'il est vraiment important que les travailleurs de maintenance signalent tout problème qu'ils ont avec les procédures ou tout dommage qu'ils pourraient voir pour s'assurer que cela atteint la personne appropriée afin que la procédure de maintenance puisse devenir plus sûre. Il est également devenu obligatoire qu'avant qu'une nouvelle procédure de maintenance soit mise en œuvre, elle soit minutieusement examinée et que l'on recherche d'éventuels problèmes et menaces en elle, ce qui a rendu le travail de maintenance dans le secteur aérien beaucoup plus sûr. Cet accident a montré la nécessité de rendre obligatoire pour les deux pilotes d'avoir un avertisseur de décrochage lié aux commandes. Et c'est maintenant obligatoire pour tous les avions commerciaux existants. Maintenant, si vous êtes intéressé à savoir pourquoi le DC-10 avait une si mauvaise réputation parmi les passagers, même avant que cet accident ne se produise, alors regardez ces deux vidéos que j'ai faites sur les précédents accidents de DC-10 dès maintenant. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir un Patreon, c'est vraiment apprécié, ou vous acheter un t-shirt. Souvenez-vous de l'acronyme de la classe et passez une journée absolument fantastique